On ne vit pas dans un espace neutre et blanc. On ne vit pas, on ne meurt pas, on n'aime pas dans le rectangle d'une feuille de papier. On vit, on meurt, on aime dans un espace quadrillé, découpé, bariolé, avec des zones claires et sombres, des différences de niveau, des marches d'escalier, des creux, des bosses, des régions dures et d'autres friables, pénétrables, poreuses. Il y a les régions de passage, les rues, les trains, les métros. Il y a les régions ouvertes de la halte transitoire, les cafés, les cinémas, les plages, les hôtels. Et puis il y a les régions fermées du repos et du chez-soi. Eh bien, je rêve d'une science, et je dis bien une science, qui aurait pour objet ces espaces différents, ces autres lieux, ces contestations mythiques et réelles de l'espace où nous vivons. Cette science étudierait non pas les utopies, puisqu'il faut réserver ce nom à ce qui n'a vraiment aucun lieu, mais elle étudierait les hétérotopies, les espaces absolument autres. Et forcément, la science en question elle s'appelle déjà l'hétérotopologie. Les lieux que la société ménage dans ses marges, dans les plages vides qui l'entourent, ces lieux sont plutôt réservés aux individus dont le comportement est déviant par rapport à la moyenne ou à la norme exigée. De là, les maisons de repos, de là, les cliniques psychiatriques, de là également, bien sûr, les prisons. Il faudrait sans doute y joindre les maisons de retraite, puisque, après tout, l'oisiveté dans une société aussi affairée que la nôtre, l'oisiveté est comme une déviation d'ailleurs qui se trouve en l'occurrence être une déviation biologique quand elle est liée à la vieillesse, et c'est une déviation, ma foi, constante pour tous ceux du moins qui n'ont pas la discrétion de mourir d'un infarctus dans les 3 semaines qui suivent leur mise à la retraite. On pourrait peut-être se poser tout d'abord la première question, quand c'est que tout a commencé? Alors Michel Foucault, au fond, depuis quand sommes-nous ici? Pour moi, depuis le café, mais j'aurais envie de dire que c'est tout de même vers 1956 qu'il y a eu au moins 2 événements importants qui ont, je crois, en quelque sorte bouclé les séquelles de la guerre et puis inauguré quelque chose de nouveau. Je dirais, ça a été d'une part les événements de Hongrie et puis d'autre part, bien sûr, la guerre d'Algérie. Finalement, Michel Foucault, philosophe français, né en 1926 à Poitiers, mort en 1984 à Paris, s'est intéressé principalement aux institutions, aux conditions d'émergence des savoirs, des pouvoirs et des discours en Occident, aux techniques de l'âme et des pratiques de soi, aux processus mis en œuvre qui ont façonné l'homme moderne. Le gros problème avant la guerre et après la guerre, ça a été comment arriver à réduire cette série d'événements qu'ont été le fascisme et puis le massacre, l'Holocauste, etc. Et puis on avait évidemment la grosse machine. Entrer de force dans un corset philosophique dominateur. Voilà. Et alors le marxisme était tout de même la grosse machine à penser l'événement. Et à partir de 56, la grosse machine justement s'enrayait, et puis les événements sont arrivés. Événements peut-être moins gros, moins gigantesques que ceux du fascisme, mais ils sont arrivés de plein fouet, et puis on n'avait plus rien pour les penser. Moi, je crois qu'à partir de ce moment-là, a commencé une forme de, de pensée, de réflexion, comme vous voudrez, beaucoup plus sensible à l'événement, et dont je dirais, pour reprendre un mot que vous employez et que j'aime beaucoup, les intellectuels ont commencé à être des journalistes. À vrai dire, je ne suis pas philosophe, je ne fais pas de la philosophie dans ce que je fais. Et j'aurais à me nommer, à me donner une étiquette, à dire quel je suis, j'avoue que je serais terriblement embarrassé. Je ne pose pas la question de qu'est-ce que c'est que connaître. Mon problème n'est pas de savoir si les discours scientifiques sont vrais ou pas, s'ils ont rapport à une objectivité ou non, s'il faut les considérer comme simplement cohérents ou seulement commodes, s'ils sont l'expression d'une réalité extérieure. Tout ça, ce ne sont pas mes questions. Je dirais que je fais l'histoire des problématisations, c'est-à-dire l'histoire de la manière dont les choses font problème. L'homme européen, depuis le fond du Moyen-Âge, a rapport à quelque chose qu'il appelle confusément folie, démence, déraison. C'est peut-être à cette présence obscure que la raison occidentale doit quelque chose de sa profondeur. En tout cas, le rapport raison-déraison constitue pour la culture occidentale une des dimensions de son originalité.
Il l'accompagnait déjà bien avant Jérôme Bosch et la suivra bien après Nietzsche et Artaud. Qu'est-ce donc que cet affrontement au-dessous du langage de la raison? Vers quoi pourrait nous conduire une interrogation qui ne suivrait pas la raison dans son devenir horizontal, mais chercherait à retracer dans le temps cette verticalité constante qui, tout au long de la culture européenne, la confronte à ce qu'elle n'est pas, la mesure à sa propre démesure. Il s'est trouvé que pour des raisons biographiques, j'ai connu ce que c'était qu'un asile, j'ai entendu ces voix-là, et j'ai été, je crois, comme quiconque, bouleversé par ces voix. Je dis quiconque, j'allais dire à l'exception des médecins. Et quand je dis à l'exception des médecins et des psychiatres, je veux dire que leur fonctionnement statutaire filtre tellement ce qu'il peut y avoir de cri dans la parole d'un fou qu'ils n'entendent plus que la part intelligible ou inintelligible du discours. La forme cri, leur est devenue inaccessible par le filtre précisément de leur savoir institué. S'il a l'autorisation. Non, mais il peut appeler. Ecco fatto. Ho visto. E adesso compritela. Ecco. Così. E noi andremo insieme a cena domattina. Le roi Lear, c'est sans doute la très rare, la très solitaire expression d'une expérience pleinement et complètement tragique de la folie. Elle est sans équivalent aucun dans une culture comme la nôtre. Parce que notre culture, elle a toujours pris soin, au fond, de tenir la folie à distance. Jusqu'à la seconde moitié du XVe siècle, ou encore un peu au-delà, le thème de la mort règne seul. La fin de l'homme, la fin des temps ont la figure des pestes et des guerres. Ce qui surplombe l'existence humaine, c'est cet achèvement et cet ordre auquel nul n'échappe. La présence qui menace à l'intérieur même du monde, c'est une présence décharnée. Et voilà que dans les dernières années du siècle, cette grande inquiétude pivote sur elle-même. La dérision de la folie prend la relève de la mort et de son sérieux. La folie, c'est le déjà là de la mort. Mais ce qu'il y a dans le rire du fou, c'est qu'il rit par avance du rire de la mort. Et l'insensé, en présageant le macabre, l'a désarmé. La montée de la folie sur l'horizon de la Renaissance s'aperçoit d'abord à travers le délabrement du symbolisme gothique. Comme si ce monde, où le réseau des significations spirituelles était si serré, commençait à se brouiller, laissant apparaître des figures dont le sens ne se livre plus que sous les espèces de l'insensé. Les formes gothiques subsistent encore pour un temps, mais peu à peu elles deviennent silencieuses, cessent de dire, de rappeler, d'enseigner, et ne manifestent plus hors de tout langage possible, mais pourtant dans la familiarité du regard, que leur présence fantastique. Depuis le fond du Moyen-Âge, la folie s'apparente plutôt à la fête. Comme si, dans la folie, notre culture cherchait une vacance, un envers d'elle-même qui soit pour elle comme un miroir, un moment absolu où le temps s'interrompt, fait cercle pour un rituel et inaugure entre les hommes des formes de communication que leur langage